bouger entier, quoi. Donc, bonsoir. Oui, on va commencer. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis Ria de Wilde et je suis la coordinatrice de Belgique. Je vous souhaite la bienvenue dans notre présentation. C'est bon là-bas? Et merci d'être présent et de vous intéresser au travail qu'on a fait pendant les 2 dernières années. Nous allons vous présenter les pratiques dans l'ordre des réunions. Alors, c'est à moi l'honneur. Moi, j'ai l'honneur de commencer. Et pourquoi est-ce qu'on veut le faire aujourd'hui? Parce que nous sommes ici, nous avons maintenant ici en Belgique la réunion transnationale et toutes les 5 coordinatrices sont présentes. On vous demande de noter dans le chat les questions, hein, et j'espère que tout le monde m'entend bien. Peut-être vous pouvez mettre quelque chose dans la conversation. Alors vous voyez le nom de Maria Jacinto, mais donc elle est entrée dans la salle et elle a organisé cette salle de vidéoconférence. Mais donc tout le monde, ou les coordinatrices viendront présenter leurs pratiques innovantes, chacune à son tour. Oui, Bérénice, bonsoir. Très bien, ok. Donc je vais commencer. Et on va commencer avec la pratique innovante, le tableau numérique. Le TBI, hein, je vais utiliser le mot TBI. Alors, dans le point de départ, hein, c'est que dans beaucoup de nos établissements d'enseignement secondaire, on a beaucoup de tableaux numériques, mais il y a toujours des problèmes à les intégrer de façon optimale dans les cours de langue, mais peut-être aussi dans d'autres cours. Et d'autre part, il y a une constatation, hein, quand on utilise le TBI, on constate que les élèves s'intéressent plus et font plus attention, et ça fait accroître aussi leur intérêt. Et surtout au moment où ils peuvent eux-mêmes manipuler le tableau. Alors, nous avons intégré cette pratique parce que nous voulons optimaliser cet emploi du tableau dans notre enseignement des langues étrangères. Et alors, la première rencontre de notre projet a eu lieu ici à Poppringe en février 2017. Et on a organisé un webinaire avec Madame Shona White de l'Université de Nice. Et vous voyez dans la présentation qu'on a mis à votre disposition, il y a un lien où vous pouvez voir toutes les informations sur cet événement. Alors, pourquoi est-ce qu'on a contacté Madame Shona White? Parce que elle a beaucoup d'expérience avec le tableau numérique. Elle a fait un grand projet d'enquête et de recherche, pas d'enquête, mais de recherche sur ce tableau numérique. Et ce projet s'appelle eTilt. Et ce projet veut proposer d'aider les enseignants à intégrer le TBI dans une approche communicative à l'enseignement des langues. Alors, les professeurs qui s'intéressent au TBI doivent certainement aller voir le site de ce projet parce qu'il y a beaucoup de vidéos à votre disposition avec des activités de classe, un manuel très, très intéressant aussi, avec beaucoup d'activités pédagogiques aussi, en 6 langues, en néerlandais, français, anglais, espagnol, et puis le gallois et le turc. C'est peut-être moins intéressant pour les participants ici à cette conférence.
Et puis, il y a des ressources pédagogiques, comme vous pouvez voir, une bibliothèque et aussi une communauté virtuelle. Alors, pendant cette rencontre en Belgique, nous avons fait donc des webinaires et un webinaire en présence des élèves et un autre en présence seulement avec les professeurs. C'était une formation pour les professeurs. Madame Shona White, elle avait posé des questions aux élèves à propos de l'utilisation des technologies dans les classes, et donc pas uniquement le TBI, mais aussi d'autres technologies. Et les élèves ont répondu, hein, donc non, je dois le dire peut-être autrement, les élèves, la conclusion, c'est que les situations dans nos 5 établissements, c'est un peu pareil. Il y a des TBI, mais on ne les utilise pas souvent. Et d'autre part, les élèves ont dit qu'ils veulent ou qu'ils voudraient que les professeurs les utilisent un peu plus. Alors, comment ça a marché? Les élèves ont travaillé ensemble, ont discuté ensemble en groupe mixte de chaque pays. Il y avait quelqu'un et ils ont fait une présentation et ils ont parlé à Madame White devant la vidéocaméra, la caméra comme on fait maintenant. Hein, et on a fait un webinaire comme celui-ci. Donc c'était un bon exemple d'apprentissage par la tâche pour les élèves. Alors ensuite, on a organisé un webinaire avec les professeurs et Madame White nous avait posé des questions, donc elle avait créé un questionnaire et la conclusion, le résultat, c'était on a accès au TBI, mais on ne l'utilise pas beaucoup, hein, je le répète assez souvent ici. Et elle a parlé du potentiel du TBI et quel est le potentiel. On fait son cours et on peut écrire et sauvegarder ce qu'on fait pendant le cours. On peut l'exporter, on peut créer des PDF et ainsi, par exemple, partager ça avec des élèves qui ne sont pas là, qui sont absents, qui sont malades. Ce n'est qu'un exemple où on peut mettre ça à disposition sur Smart Schools. Chez nous, c'est la plateforme électronique. Deuxième possibilité, on peut insérer des éléments, des informations, on peut glisser, déposer des éléments, par exemple bouger des images. Et puis, troisième possibilité, c'est le travail en autonomie. On n'a pas encore essayé cela, mais elle propose de laisser travailler les élèves en groupe au TBI. Alors, peut-être dans le futur, on va quand même essayer cela aussi. Alors, quelques conseils pour les professeurs qui aimeraient bien essayer et commencer à utiliser un peu plus ce TBI. Il faudrait commencer en douceur et utiliser les logiciels qu'on connaît, hein, donc PowerPoint, Word. Nous ici en Belgique, on a beaucoup de manuels numériques et alors on peut les montrer, les ouvrir et annoter sur ce manuel ou sur ce livre numérique. Ça, c'est une première étape. J'ai fait un document pour vous et je le mets aussi à votre disposition. Après cette présentation, vous pouvez le consulter. Deuxièmement, hein, pour le type d'exercice, insérer, glisser, déposer des éléments, vous pouvez créer un flipchart. Nous, ici, nous avons des TBI avec le logiciel Active Inspire et on parle de flipchart et faire donc des exercices comme j'ai déjà dit. Et une collègue de néerlandais, elle a fait un exemple pour un cours de néerlandais sur la mythologie.
il y a aussi une photo dans le document à votre disposition. Et puis, encore une fois, le manuel, le manuel du projet eTilt. Il y a beaucoup de conseils d'activités pédagogiques, communicatives. Vous pouvez les trouver à la page 19. Ah, peut-être je pourrais aussi mettre ce manuel à votre disposition. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, pour l'expression orale, on peut faire des jeux de rôle et mettre sur le tableau numérique des photos, des images à disposition des élèves. Ou pour la compréhension orale, faire des hypothèses à partir de captures d'écran. Ou pour l'expression écrite, montrer des images avec des bulles, écrire dans les bulles, écrire de petits textes. Ou pour enseigner la lecture, on peut faire un travail d'hypothèse sur la couverture. Donc comme ça, vous pouvez retrouver beaucoup d'activités dans ce manuel et je vous le conseille vivement de le consulter. Alors, pour terminer, je parle encore un peu des activités pendant le projet. Donc, avant notre rencontre en Belgique, les élèves ne s'étaient pas encore rencontrés. Seulement, on avait fait une petite présentation dans le TwinSpace. Et ils ont préparé des vidéos, des présentations. Et pendant la rencontre, ils ont fait la présentation avec le TBI. Bien sûr, ça, ce n'est qu'une petite partie très élémentaire de l'utilisation du TBI. Dans le TwinSpace de notre projet, vous pouvez aussi retrouver des tutoriels faits par des élèves belges pour utiliser notre TBI. Mais je n'ai peut-être pas très bien expliqué mais au départ, au moment de notre rencontre, on avait seulement 3 TBI basés, ou comment expliquer, c'était plutôt des projecteurs interactifs. Et ce n'est que par après qu'on a eu de nouveaux tableaux numériques avec le logiciel ActiveInspire. Et il y a eu une formation pour les professeurs ici au collège sur ce logiciel et sur l'emploi de ce logiciel. Important, la conclusion et les conseils de Madame White, l'utilité prime sur l'utilisabilité. Il faut se réaliser ou il faut réfléchir aux choses qui autrement ne sont pas possibles. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec le TBI qui ne sont pas possibles sans TBI? Et quand on va découvrir cela, on va être incité à l'utiliser un peu plus. Deuxième conclusion, la pédagogie prime sur la technologie. Il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce que je veux faire avec mes élèves? Et j'ai envie de faire une telle chose, alors comment la technologie peut-elle m'aider? Et troisièmement, il faut se rendre compte que l'évolution est lente. Et l'évolution est lente et c'est normal. Et ainsi, elle va être durable. Donc, il faut y aller à petits pas et pas penser qu'il faut tout de suite créer des choses énormes, mais il faut commencer petit à petit. Et pour terminer, je vous donne encore une citation de Madame White. Le TBI, ce n'est pas un outil magique, mais c'est un cartable magique. Ce n'est pas le TBI qui va changer le monde, mais c'est juste un moyen, parmi d'autres, pour proposer une plus grande variété aux activités des élèves. Voilà, c'était ma présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat.
On a seulement un petit problème technique ici parce que nous sommes toutes présentes, mais on n'arrive pas à télécharger Adobe Connect sur les autres ordinateurs. Donc, bonjour Anna aussi, merci d'être présente. Et je passe maintenant la parole à Enza qui va parler de la classe inversée. Bonjour, moi c'est Enza Giamporcaro. Je suis professeure de français en Italie à l'ITET Don Luigi Sturzo di Bagheria. Et la pratique innovante que je vais présenter, c'est celle de la classe inversée, comme Ria a déjà dit. C'est la pratique sur laquelle on a travaillé pendant la rencontre en Italie, en Sicile, l'année dernière. Là aussi, on a eu une formation avec Monsieur Giovanni Passaro, professeur de français lui aussi. Alors, de quoi il s'agit? Quand on parle de classe inversée, on comprend que quelque chose change, quelque chose est bouleversé. Dans la classe traditionnelle, l'enseignant a un rôle bien précis. Il donne des cours magistraux à ses élèves et les élèves font leurs devoirs à la maison sur ce qu'ils ont appris en classe. Dans la classe inversée, c'est justement l'inverse, c'est-à-dire le schéma est le suivant. L'élève doit chercher à se familiariser avec les cours à la maison. Il peut visionner des capsules vidéo, du matériel interactif, des textes que le professeur a préparés ou sélectionnés pour le guider dans son apprentissage. La capsule vidéo peut être accompagnée d'un questionnaire pour faciliter la compréhension ou d'une fiche lexicale pour faciliter la mémorisation du vocabulaire. Ce qui est important, c'est que pendant cette phase, l'élève soit actif d'un point de vue cognitif. Il ne doit pas se limiter à visionner des vidéos passivement. On peut demander à l'élève, par exemple, de produire un schéma ou un résumé, comme j'ai déjà dit, de répondre à des questions. Ces questions peuvent même être intégrées dans la vidéo, par exemple en utilisant Edpuzzle. Le professeur a le choix. Il peut créer des vidéos originales, mais il peut aussi utiliser les ressources qui sont disponibles sur Internet. Et il y en a une très grande quantité et même de bonne qualité. Alors, disons que comment inverser? L'élève découvre la leçon à la maison grâce aux outils numériques et en classe, puis il y a l'application, le renforcement, le travail collaboratif, la mise en commun. Mais à la maison, il a la possibilité de s'entraîner, de s'exercer tranquillement. Il peut prendre son temps, il peut passer autant de temps que nécessaire sur les points les plus difficiles. Et comme ça, on respecte les rythmes qui peuvent être différents des élèves. Alors, en classe, le rôle change. Le professeur n'est plus celui qui donne son savoir, mais c'est un facilitateur. L'élève devient le véritable protagoniste de l'apprentissage. Cela permet à l'enseignant d'adapter, de personnaliser l'enseignement pour chaque élève. Alors, l'élève devient autonome, au moins pour les tâches cognitives simples. Alors, si d'un côté, cette démarche favorise une meilleure responsabilisation des élèves, qui sont les protagonistes de leur apprentissage, de l'autre, elle permet aussi de développer certaines compétences fondamentales. Par exemple, la réflexion, l'esprit d'initiative, l'organisation, la recherche d'informations, le partage. Alors, nous avons déjà dit que la classe inversée permet de respecter les différents rythmes d'apprentissage et on peut mieux exploiter le temps
pendant la classe. Et le travail collaboratif est un élément fondamental dans la classe inversée. Alors, le professeur devient un coach, il peut comprendre les faiblesses de ses élèves, il peut utiliser leurs points forts, les encourager, les rendre actifs, stimuler leur curiosité, les rendre plus confiants. Et surtout, la motivation des élèves est renforcée. Nous avons dit qu'il s'agit de promouvoir aussi des compétences d'auto-apprentissage. Aujourd'hui, apprendre à apprendre est l'une des compétences considérées de plus en plus un atout majeur pour l'avenir de nos élèves. La classe devient un espace d'apprentissage où la résolution des problèmes et les démarches actives sont à la base. Il y a un défi. Quel est le défi? Celui de combiner de manière efficace le mode présentiel et le mode virtuel. À la maison, c'est le mode virtuel. En classe, c'est le mode présentiel. Comment bien combiner ces deux moments de la formation, de l'apprentissage? Alors, l'enseignant n'est plus celui qui transmet des savoirs, il est un accompagnateur dans le processus de construction des connaissances. Alors, mais naturellement, la classe inversée n'est pas la seule méthode pédagogique. On ne peut pas tout inverser. Et il faut varier les approches. Cela est fondamental. Il est très important de pouvoir utiliser d'autres méthodes actives. Par exemple, celle que mes collègues présentent ici aujourd'hui. Alors, un autre élément fondamental dans la classe inversée pour une bonne réussite, c'est que vu qu'une partie de l'activité se déroule à la maison, en dehors de la classe, le professeur doit pouvoir vérifier que le travail à la maison a été fait, visionné, lu attentivement. À partir des réponses des élèves, il pourra comprendre s'ils ont bien compris, s'ils ont besoin d'une aide supplémentaire. Et on a un fonctionnement différencié du groupe classe. Il y a des moments où on travaille en groupe, il y a des moments de retour au groupe complet. Ce qui est important, c'est le climat de collaboration, de coopération, d'entraide qui se crée en classe. Mais il y a un risque à ne pas sous-estimer. La classe inversée ne doit pas creuser le fossé numérique qui peut exister entre les élèves. Qu'est-ce que cela signifie? C'est l'inégalité des élèves devant la fracture numérique. Il faut s'assurer que les élèves puissent accéder aux ressources numériques et surtout qu'ils sachent bien les utiliser. C'est vrai que la classe inversée peut être l'occasion de développer les compétences numériques aussi bien des élèves que des professeurs. Je peux l'affirmer, cela. Mais il faut considérer qu'il y a encore des élèves qui ne disposent pas d'outils adéquats. Et ça, c'est un problème parce que s'il y a des élèves qui n'arrivent pas à visionner les capsules vidéo à la maison, qui ne peuvent pas faire les activités, ça, c'est un problème. Il faut que l'école mette à leur disposition des ordinateurs pour qu'ils puissent faire ce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire à la maison. Alors, en résumé, la classe inversée est une approche active, ouverte, qui met en œuvre des activités pédagogiques soutenues par la technologie numérique en dehors de la classe. Elle favorise la différenciation des apprentissages et surtout les interactions entre les élèves et l'enseignant. Naturellement, il faut dire que pour l'organisation de la classe inversée, même l'organisation spatiale de la salle de classe
peut être bouleversé. Il faut utiliser une configuration différente. La configuration traditionnelle, quelquefois, n'est pas adéquate. Par exemple, on peut utiliser des îlots pour les travaux en groupe. Les élèves sont plus actifs, la classe devient une sorte d'atelier de travail, mais il faut chercher à éviter le chaos. Une classe peut bien être vivante, mais aussi parfaitement organisée si les règles et le fonctionnement mis en place sont cohérents avec l'activité et surtout s'ils sont partagés, acceptés les élèves. Alors, on souligne encore une fois que le savoir n'est plus transmis uniquement par l'enseignant, mais il est construit au cours de la séance avec l'ensemble des élèves. Cette co-construction du savoir fait appel au travail collaboratif, à la pédagogie de projet, à l'apprentissage par les pairs, à l'auto-apprentissage. Il s'agit de prendre réellement en compte le travail fait à la maison, c'est-à-dire les activités réalisées sans l'aide de l'enseignant hors de la classe, et d'externaliser une partie de l'apprentissage en amont de la classe. Internet est une ressource inépuisable pour la mise en place de la classe inversée. On a plusieurs instruments qu'on peut utiliser, des instruments en ligne, Edpads, comme je vous disais, pour modifier, adapter des vidéos, intégrer des questions ou des textes, Kahoot pour créer des quiz, Prezi pour des présentations, YouTube. Mais je veux vous proposer, je ne peux pas vous montrer maintenant, mais vous avez la possibilité à ce lien de voir un parcours que j'ai réalisé pour une classe de terminale en utilisant aussi la classe inversée. Alors, par exemple, pour ce parcours qui s'appelle « Sur les chemins de la mémoire », vu que cette année, c'est le centenaire, on célèbre le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, il y a une vidéo que j'ai prise d'Internet et où j'ai intégré des questions et j'ai utilisé pour développer cette séquence un Padlet. Tous les documents ainsi que la description de la tâche finale sont présentes dans le Padlet, sont décrits dans le Padlet que je présente à mes élèves au début de la première séance. Et c'est une séquence qui inclut donc une partie en auto-apprentissage et des séances en présentiel, de mise en application. Les séances en présentiel ont justement le but d'éclaircir ce que les élèves n'ont pas bien compris, de réaliser des exercices pratiques, de compléter le parcours avec des documents que les élèves eux-mêmes peuvent proposer, de mettre en commun ce que chaque élève ou chaque groupe d'élèves a réalisé à la maison, de discuter, d'exprimer son point de vue, mais aussi d'évaluer les savoirs et les compétences des élèves. Les documents associés aux séances en présentiel ont été également mis dans le Padlet à disposition des élèves pour que tous aient à leur disposition les ressources en numérique. Alors, il faut avouer que pour les profs, c'est beaucoup de travail, surtout quand on commence à inverser la classe. Il faut chercher des vidéos, les sélectionner, les adapter. Mais une fois le travail fait, il peut être réutilisé les années suivantes. Pour d'autres élèves, on peut les adapter. Et c'est un bel avantage. Et surtout, si on a de bons résultats, on oublie vite la fatigue. Merci. Je passe la parole à Maria qui va vous présenter la gamification. Bonjour à tous. Moi, je suis Maria Jacinto. Je suis professeure à l'école secondaire Miguel Targa et je viens vous parler sur la gamification. J'ai choisi de travailler sur la gamification comme pratique innovante car notre
établissement scolaire a une certaine expérience dans la mise en place de cette méthode d'enseignement. Et nous voulions approfondir encore plus cette méthodologie de travail. Voilà ma présentation. L'équipe dans mon école s'était déjà aperçue que la gamification présentait certains avantages. Par exemple, elle permet de stimuler les performances des élèves. Le plaisir de jouer facilite la rétention de l'information. Et jouer présente plusieurs avantages. Si les élèves prennent plaisir à l'enseignement, ils feront qu'une tâche au départ rébarbative deviendra agréable. Et ils seront plus impliqués et donc plus enclins à acquérir de nouveaux savoirs. Ils sont encouragés et en confiance car le jeu n'a pas d'impact dans la vie réelle. Faire des erreurs n'est pas grave, on peut recommencer dans le jeu. La gamification, d'accord avec notre expérience, aide à bannir l'échec. Elle favorise la motivation de l'apprenant. Elle favorise la curiosité pour des thématiques habituellement moins stimulantes et le jeu favorise biologiquement et physiquement l'apprentissage. Le principe premier du jeu est la recherche du plaisir tout en se pliant à certaines règles qui lui sont propres. C'est en ce sens qu'il est un outil pédagogique efficace. Les élèves sont motivés par le plaisir de jouer, le désir de gagner, de se surpasser et l'effort d'apprentissage est davantage désiré. Alors, plus l'apprenant joue, plus il développe sa personnalité, ses capacités, ses connaissances, ses compétences intellectuelles et son imagination. Plus il joue et plus il s'entraîne à résoudre des problèmes et à trouver des solutions. De plus, le jeu répond à l'un des grands objectifs de l'école, la socialisation. L'enseignement se sert du jeu pour amener l'élève à s'exprimer, à travailler en groupe, ainsi qu'à développer sa logique, son imagination et sa créativité. Le jeu apparaît donc comme un outil particulièrement approprié aux apprentissages scolaires. Voilà quelques principes simples de la gamification. Le terme de gamification est directement retiré de l'industrie des jeux vidéo. Il est apparu en 2008. Ce terme désigne l'application des principes et mécanismes du jeu dans des situations non ludiques. L'idée est donc de capter l'attention de l'élève pour essayer de le retenir le plus longtemps possible. Ce principe de rétention représente l'objectif fondamental de la gamification. La situation proposée doit réunir plusieurs mécanismes. Comme vous le voyez sur cette diapositive, il y a des missions. Ces missions doivent être accomplies. Les missions, parfois aussi appelées des défis, ce sont des défis. Il y a un système de points, un système de classement lié au score obtenu, une barre de progression pour visualiser les progrès et des récompenses sous forme de badges, de points à la fin de certaines tâches. Comment bien gamifier? Il y a des règles qu'on doit respecter. D'abord, il faut définir les objectifs qu'on souhaite atteindre en mettant en place une activité gamifiée. Qu'est-ce que ce jeu va apporter à mes élèves? En ce qui concerne le niveau de difficulté, il faut faire en sorte que les missions, les tâches, les activités, les défis réalisés par les apprenants durant le jeu soient adaptés à leur niveau de connaissance. Trop de facilité engendre l'ennui et trop de difficulté engendre le découragement. Proposer une activité attractive avec un niveau de difficulté adapté, voilà un défi pour l'enseignant.
Ensuite, la finalité des tâches. Il faut donner du sens à ces tâches en expliquant à quoi elles servent et en faisant en sorte qu'elles soient claires et comprises de tous. Mais il ne faut pas non plus noyer les apprenants sous une montagne de règles. Il faut les donner progressivement et à des moments pertinents. Ensuite, le retour de l'information. Il faut donner un feedback sur ce que font les apprenants, par exemple en leur montrant les erreurs commises, en leur donnant des explications, en les félicitant, etc. L'élève pourra suivre la progression de ses scores à l'aide de badges et de la barre de progression. Il faut mettre au point un système de récompense, attribution de points, badges, etc., afin de maintenir l'engagement des élèves et leur motivation. Les apprenants seront classés en fonction de leur score à l'issue du jeu. C'est important d'ajouter ce champ pour visualiser les scores et augmenter le sentiment de reconnaissance et de valorisation du joueur. Pour créer aussi une certaine compétition, on donnera des récompenses. On pourra par exemple récompenser l'équipe qui a le mieux travaillé en collaboration. Il ne faut pas oublier qu'il est important de favoriser le plaisir et l'amusement des apprenants pour conserver une ambiance ludique. Je vais maintenant vous parler d'un parcours gamifié qui s'intitule « Les secrets du Sud ». Je ne vais pas ouvrir le site où j'ai ce parcours gamifié, parce que c'est un petit peu compliqué de passer de notre présentation à Internet. Donc, je vais vous expliquer un peu en quoi consiste cette activité. Mais vous avez le lien et je vais vous le donner. Et après, vous pourrez visionner la présentation et il y a un lien. Donc, avec cette activité gamifiée, nous voulions développer les compétences des élèves, les compétences littéraires. C'est une activité qui a pour base l'analyse de la nouvelle d'Alphonse Daudet, l'Arlésienne. Dans mes classes de français au Portugal, les élèves ont entre 15 et 17 ans et ils étudient le français depuis 4 ans. Nous voulions développer des compétences littéraires, culturelles et artistiques, mais aussi leur faire prendre conscience de la diversité de pensée. Car, évidemment, Daudet est un auteur du 19e siècle et les élèves sont confrontés à une manière de penser qui n'a rien à voir avec la leur. Nous voulions aussi développer les compétences linguistiques de nos élèves, numériques, sociales et civiques. Toutes les activités se sont déroulées en groupe. Les élèves devaient communiquer et travailler en collaboration les uns avec les autres. Voilà. Je vais vous détailler un peu plus ce parcours gamifié qui s'intitule donc « Les secrets du Sud » et nous avons utilisé plusieurs outils. Nous avons utilisé Kahoot, évidemment, Socrative, Quizzes, mais bien d'autres et vous les avez tous si vous allez sur le site, sur notre TwinSpace, et sur le site et si vous après le lien, vous pourrez voir le site et vous verrez la mise en place de tout cela. J'ai construit le site avec six missions. Il y avait une première page de présentation où les élèves avaient les objectifs de ce parcours gamifié, aussi les récompenses et l'évaluation, ainsi qu'un tableau où il y avait le classement de toutes les équipes. La mission 0 s'intitule « L'aventure va commencer ». C'est une présentation du parcours gamifié. Il y avait le texte de l'Arlésienne et des explications à propos de cela. La première mission, qui est Alphonse Daudet? Comprendre qui est Alphonse Daudet.
Ensuite, la deuxième, un peu de vocabulaire et de grammaire pour commencer. La troisième mission, passons au texte. Et après, pour aller plus loin, la cinquième mission, c'était la dernière, c'était la présentation orale des e-portfolios. Je ne l'ai pas dit au début de ma présentation, mais les élèves étaient informés qu'ils devaient eux aussi créer un site pour qui serait leur e-portfolio. Et dans ce site, ils allaient mettre tous les résultats, c'est-à-dire des copies d'écran des exercices qu'ils ont faits, le score qu'ils ont obtenu à un exercice. Et donc, ils devaient mettre le lien du e-portfolio aussi dans mon site. Et on pouvait voir. Et à la fin, la dernière mission, c'était oral. Ils devaient présenter leur e-portfolio, présenter tout leur travail de groupe, et le travail a été évalué par moi, mais aussi par les autres élèves. Voilà, en ce qui est de ce parcours gamifié, mais il y a d'autres, j'ai utilisé d'autres outils à part cela, c'était juste un exemple. Les résultats de cette activité gamifiée, donc les secrets du Sud. Les objectifs de cette activité gamifiée, je l'ai dit, l'amélioration de la prestation des élèves au niveau linguistique, mais aussi la motivation des élèves en ce qui concerne la littérature française, qui n'est pas facile d'enseigner, comme vous le savez sans doute. Il s'agissait aussi de stimuler l'implication des élèves dans leur apprentissage, de favoriser leur autonomie, de moderniser l'enseignement, d'offrir des cours plus dynamiques et de stimuler la collaboration entre les élèves. Les élèves, à la fin de l'activité, les élèves ont répondu à des questionnaires. Nous avons appliqué des questionnaires aux élèves et nous pouvons dire que leurs opinions sont positives. En effet, la gamification semble augmenter leur motivation. Tous, ou presque tous, étaient d'accord relativement à ce point. Et leur implication aussi, nous avons vérifié qu'ils étaient impliqués dans les activités. Elle a favorisé leur autonomie. Elle a stimulé aussi leur collaboration. Il y a eu en effet un impact positif sur l'ambiance en classe et moins de retard et d'absentéisme lors de la mise en place de cette activité. Il y a aussi des aspects moins positifs. Il est difficile tout d'abord de déterminer l'apport de cette unité sur les prestations linguistiques des élèves. Ce n'est pas facile parce que nous appliquons aussi d'autres activités aux élèves un peu plus traditionnelles et donc c'est difficile de décider, de voir, de comprendre que les élèves, quel est l'apport, exactement l'apport de cette unité sur leurs prestations. Et oui, la technologie ne fonctionne pas toujours très bien. C'est un aspect compliqué. Il faut le dire, la mise en place est complexe. Vous allez le voir, si vous voulez bien voir ce parcours gamifié, ce n'est pas facile de mettre en place tout ce parcours. Puis, une autre considération, les résultats semblent être meilleurs pour les bons élèves que pour les autres. Oui, il y a des élèves pour lesquels toutes les méthodologies fonctionnent et pour les autres, non. Bon, pour conclure, nous pensons que la gamification est un outil efficace et que c'est un outil très intéressant pour nous, les professeurs. Je vais passer la parole à ma collègue, Théa, qui va nous parler de l'art dans la classe des langues étrangères. Eh bien, bonjour de ma part aussi. Je m'appelle donc Teija Komulainen et je suis professeure de français et de suédois au lycée de Kannas en Finlande à Lahti. Notre rencontre en Finlande a été organisée en avril 2018 et comme pratique innovante, j'ai choisi l'art.
Il y a plusieurs raisons pour cela. Premièrement, il y a une section des arts visuels à notre école depuis l'an 2009. Alors, il y a beaucoup d'expertise sur les arts visuels. Et puis, je pense que tous les profs sont très créatifs. Je pense que tous les profs peuvent trouver quelque chose dans la section des arts, n'importe quel art. Et aussi, personnellement, cela m'intéresse beaucoup, les arts, les différents arts. Ok. Donc, quel est le bon côté des arts dans l'enseignement des langues étrangères? C'est surtout qu'ils permettent d'utiliser les différents sens, la vue, l'ouïe, tous les différents sens en apprenant une langue, et ainsi chaque type d'apprenant peut retenir des choses de ce qu'on a étudié. Les arts permettent également de profiter du vaste monde des œuvres d'art créées. Il y en a énormément et ils offrent beaucoup de possibilités à l'enseignant. Quand j'ai commencé à faire de la recherche parmi les arts, j'ai trouvé qu'il existe plusieurs façons de lister les arts différents. Mais je me suis surtout concentrée sur la liste qu'on a fait au XXe siècle, à la fin du XXe siècle. On peut trouver des idées, beaucoup, avec un peu d'imagination. On ne trouve pas la fin des idées. Et donc, il faut se rappeler que les arts, ce n'est que les arts visuels. Voici la liste que j'ai regardée moi-même. Puis, j'ai commencé à penser ce qu'on pourrait faire pendant la rencontre en Finlande. Et j'ai donc profité des professeurs que nous avons à notre disposition à l'école, puis ce qu'on peut trouver à Helsinki, la capitale de la Finlande, et ce que je peux faire moi-même. Et donc, pendant la rencontre, les élèves, en fait, ils ont présenté des bandes dessinées qu'ils avaient fait déjà avant la rencontre. Et la bande dessinée, je trouve que ça, c'est une façon excellente de combiner l'image et la langue. Parce que en faisant des bandes dessinées, on peut mémoriser le vocabulaire plus facilement. Et on peut faire les bandes dessinées n'importe quel niveau d'apprentissage on se trouve. Puis, les élèves ont participé à un atelier de théâtre que j'ai organisé sur le thème de la tolérance. Il y a eu plusieurs étapes, mais là aussi, il y a la combinaison de mouvements, on travaille ensemble avec plusieurs personnes, et puis il y a beaucoup de vocabulaire. Et dépendant du temps qu'on a à sa disposition, on peut bien sûr travailler un peu plus sur le vocabulaire, sur les explications, mais là, on a travaillé assez vite. Puis, encore, on est allé à Helsinki donc, et on a fait une visite guidée au musée d'art contemporain. L'idée de cette visite, c'était de découvrir ce qu'on peut faire, comment on peut profiter d'une visite guidée en différentes matières. Je ne trouve pas qu'on a eu beaucoup d'idées comme ça, personnellement, mais chaque professeur, on peut trouver des idées au musée comme ça. Discuter des arts, donner son opinion, tout ce qu'on peut faire avec la langue. Puis, à Helsinki toujours, les élèves ont participé à un atelier de danse et de mouvement. Et ça, c'est très bien la kinesthésie, parce que ça combine le mouvement et la langue. Avant la visite à Helsinki, mes élèves ont fait des présentations sur les bâtiments de Helsinki les plus intéressants. Et pendant un tour en bus, ils ont fait les présentations. Et ainsi, ils ont parlé des choses qui sont déjà assez difficiles pour eux, parce que mes élèves sont des débutants, mais ils se sont très bien débrouillés.
Ça, c'était architecture comme art. Puis, on a fait un cours de sport, patinage, et dans un cours de sport, si c'est la langue qui compte, il faut écouter des instructions en langue étrangère, ce qui améliore la compréhension orale. Encore, les élèves ont participé à un cours de musique multilingue. Ils ont chanté Frère Jacques en 7 langues. Et comme ça, en chantant, on apprend pas mal de choses. Ils ont également, comme pendant chaque rencontre, ils ont créé et participé à un jeu en ligne, Kahoot. Ils ont fait des présentations de photos, présentations de vidéos. Et comme ça, ils ont aussi découvert l'art de jeu vidéo et l'art de photographie. En cours de dessin, ils ont fait des graffitis, ce qui n'est pas très compliqué, mais en utilisant des couleurs et des mots particuliers. Toujours, on a de plus en plus d'images, de vocabulaire dans sa tête. Mais je pense qu'on peut aller plus loin avec le vocabulaire, la langue et le dessin. À la fin de la rencontre, les élèves ont fait un petit spectacle et ils ont traduit quelques aphorismes, quelques proverbes de leur langue en français. Ils les ont présentés et comme ça, la littérature comme art a aussi fait partie de notre rencontre. Pour la plupart, je parle de choses que les élèves ont fait, mais bien sûr les professeurs ont observé tout ça et il y a aussi eu un atelier de théâtre organisé particulièrement aux professeurs et ça c'est pour donner des idées pour les cours. Alors encore selon la liste que j'ai étudiée, on a fait donc la bande dessinée, ça c'est un des arts, jeux vidéo, un des arts médiatique, sur scène, théâtre, la littérature, des aphorismes, l'architecture, pour donner des idées de ce qu'on peut trouver à Helsinki en utilisant la langue, les arts de la scène, la danse, le mouvement, les arts visuels, donc le dessin et encore la musique. Il y a énormément de possibilités, mais ça c'était tout fait pour que tout le monde puisse participer d'une façon assez simple. À la fin de la rencontre, les participants ont évalué ce qu'on a fait, les côtés positifs, les côtés négatifs. Et par exemple, comme avantage, les participants ont nommé que c'est amusant. On apprend quelque chose en bougeant, en s'amusant tout le temps. C'est un peu différent. On peut oublier pour l'instant les crayons, les cahiers, l'ordinateur et faire quelque chose soi-même, dépendant bien sûr de ce qu'on fait. Cela contribue également à des méthodes diversifiées en classe et on apprend plus facilement. Le changement, la variété, c'est toujours intéressant. La lucidité, la facilité à connaître les autres et à communiquer, travailler ensemble. Les arts, c'est facile à adapter, il y a vraiment beaucoup de variétés. Tout dépend de l'imagination du professeur et peut-être du niveau des élèves. C'est facile, c'est motivant, ça permet de travailler en groupe. Ça augmente la créativité et avec l'art, on peut mieux se souvenir des choses. La combinaison du mouvement et de la langue, c'est une bonne chose. La collaboration plus importante entre les différentes matières et les professeurs et encore la possibilité de travailler avec le corps de façon efficace pour apprendre les langues et faciliter la... Je ne sais pas ce que j'ai écrit là, quelque chose. Bien sûr, il y a encore des côtés négatifs, mais je vais un peu contredire quelques-uns parmi ces défis.
Quelqu'un a dit qu'il faudrait un endroit approprié pour faire des dessins, mais à mon avis, des dessins, on peut faire dans n'importe quelle salle de classe. Il faut juste du papier, un crayon, un stylo, n'importe quoi. Il faudrait de la créativité, mais tout le monde en a, de la créativité, même si quelques-uns peuvent trouver que c'est difficile de créer quelque chose, tout le monde en est capable. Quelquefois, les élèves pensent plus à la forme qu'aux aspects linguistiques, mais ça peut arriver, ce n'est pas un défi. La langue vient avec tout ça. Pour faire du théâtre, il faudrait un grand espace, ce qui n'est pas toujours possible, mais pour utiliser des techniques de théâtre, on n'a pas besoin d'une salle, d'une grande salle. Par exemple, on peut lire des textes en utilisant des tons différents. Tu peux lire un texte fâché, joyeux, utilisant des différents tons. Ça, c'est déjà du théâtre, par exemple. Il faut des outils technologiques spécifiques, ou bien les activités prennent beaucoup de temps, mais pas nécessairement. Tout dépend du professeur, de la tâche que le professeur peut trouver. On peut trouver des différentes choses adaptées au niveau différent. Si une activité demande l'aide d'un spécialiste, par exemple d'un professeur de musique, il n'est pas forcément disponible. Mais peut-être on peut essayer de trouver, en parler à l'avance, et ainsi tous les deux peuvent travailler ensemble si c'est nécessaire d'avoir l'aide d'un spécialiste. Tous les élèves ne sont pas capables de dessiner, mais je trouve que tout le monde peut dessiner quelque chose. Si c'est pas joli, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on peut identifier ce que quelqu'un a dessiné. Quelquefois, la forme prend un rôle trop important et ainsi la langue perd de l'importance. Oui, comme avant, j'ai dit, ça peut arriver, mais je crois que de plus en plus qu'on fait des choses comme ça, la langue devient plus importante. La variété, donc, ça c'est une chose importante dans l'enseignement. Et donc, de temps en temps, il faut profiter des différentes possibilités, de la classe inversée, de la gamification de TBI, si quelqu'un a ça à sa disposition, du film, de la vidéo. Ça aide à la motivation, à la créativité. Mais il ne faut pas trop insister sur la créativité. Le plus important, c'est d'adapter les activités au niveau des élèves et que le professeur est à l'aise de ce qu'il va faire avec les élèves. Si vous avez des questions, vous pouvez en poser bien sûr. Et j'ai aussi mis quelques exemples sur notre site. Je pense qu'on peut donner l'adresse à la fin de la présentation. Ok, maintenant je vais passer la parole à Madame Stéphanie qui va nous parler de la vidéo. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Stéphanie Reitz et j'enseigne l'anglais et le français au lycée Thielemann à Limbourg en Allemagne. Je suis la coordinatrice allemande. Et la méthodologie dont j'aimerais bien vous parler ce soir, c'est la vidéo. Et en fait, on peut dire qu'il y a même deux approches, deux pratiques cachées dans une seule méthodologie, parce que pour la vidéo, il y a une approche réceptive, une approche qu'on pourrait considérer plutôt passive peut-être, une approche productive qu'on peut considérer plutôt active pour les élèves. Et normalement, les élèves aiment bien les deux approches. Et ce que je vais faire maintenant, c'est d'abord, je vais vous donner quelques raisons pourquoi, à mon avis, c'est une bonne idée de travailler avec la vidéo en classe. Et j'ai aussi quelques conseils par rapport à ce qu'on peut faire pour intégrer la vidéo en classe. Et après, je vais bien sûr aussi parler un peu des obstacles possibles qu'il faut peut-être surmonter
J'ai aussi quelques exemples pour vous à la fin de ma présentation. D'accord. D'abord, pourquoi est-ce que c'est une bonne idée de travailler avec la vidéo? Pour commencer, on peut dire, ou il faut dire qu'on a vraiment un très grand choix concernant le matériel qu'on peut employer si on veut travailler avec la vidéo. À part des films qui ont déjà passé au cinéma et que les élèves connaissent peut-être déjà, il y a aussi la possibilité d'utiliser quelques extraits qu'on peut trouver sur Internet. Par exemple, on peut travailler avec des extraits du journal télévisé ou de la publicité. Et bien sûr, on trouve aussi beaucoup de courts-métrages sur Internet qui portent sur plusieurs thèmes qu'on peut aborder très facilement en utilisant les courts-métrages. De plus, il faut mentionner bien sûr que alors pour les élèves qui normalement au début quand ils commencent à apprendre une langue, normalement ils travaillent avec des manuels en classe et ce n'est pas très motivant. Après un certain temps, ils n'ont plus envie de continuer de travailler avec des manuels comme ça et c'est pour ça qu'ils sont reconnaissants de pouvoir travailler avec quelque chose d'authentique, c'est-à-dire si on commence à travailler avec des films, on peut introduire du matériel authentique en classe. En Allemagne, par exemple, et je crois que c'est aussi un peu comme ça dans d'autres pays, en Allemagne, on a commencé à introduire des films dont il faut parler en classe pour les épreuves écrites du baccalauréat, par exemple. Et c'est pour cela que travailler avec la vidéo, cela devient encore plus important parce que les élèves doivent apprendre comment lire des films qui sont traités qu'on peut considérer comme un texte en classe. À part cela, bien sûr, à partir de la vidéo, on peut facilement introduire en classe des idées interculturelles et aussi l'actualité, comme j'ai déjà dit avec des extraits du journal télévisé, par exemple. Et par exemple, si on parle ou si on utilise de la publicité, c'est toujours intéressant pour les élèves parce que normalement, ils connaissent déjà le produit dans leur propre pays, mais si on compare un peu si on compare un peu la publicité en France avec la publicité dans leur propre pays, on peut parler facilement des choses interculturelles. À part cela, ce qui est important à mentionner encore, c'est que le travail avec des films en travaillant avec des films, on peut améliorer les compétences des élèves sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, bien sûr, on peut améliorer la compréhension orale des élèves, ce qui aide dans ce cas-là, c'est le fait qu'il y a l'image et le son, c'est-à-dire les élèves ont la possibilité de comprendre un peu ce qui se passe parce qu'ils voient aussi des images et pas seulement le texte, parce que quelquefois c'est un peu difficile pour eux de comprendre des textes qui sont trop complexes. Pour un film, cela devient un peu plus facile pour eux. À part cela, si on prend la vidéo comme point de départ, on peut bien sûr aussi améliorer la production orale des élèves parce que la vidéo peut servir comme un déclencheur de parole si on prend quelques scènes ou quelques situations où les élèves doivent développer leurs idées après avoir vu quelque chose qui est plein de suspense, par exemple.
Et quelque chose qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui, c'est aussi la littératie médiatique qu'on peut améliorer si on commence à, travailler avec des films. Parce que si on apprend aux élèves que le réalisateur peut influencer et même manipuler un peu les spectateurs en choisissant certaines stratégies, les élèves deviennent plus conscients de ce qu'ils voient. Et cela devient de plus en plus important aujourd'hui. À part cette approche réceptive, on a aussi une approche productive cette approche productive est liée à la possibilité d'intégrer la vidéo en classe en faisant travailler les élèves sur leurs propres vidéos, c'est-à-dire ils peuvent créer des vidéos eux-mêmes. Normalement, beaucoup d'élèves aiment bien faire cela parce qu'ils aiment très bien ce travail créatif et collaborateur. Ils aiment bien travailler en groupe pour créer un produit commun ensemble. Et à part cela, encore une fois, on peut améliorer plusieurs compétences en même temps. Tout d'abord, en travaillant en groupe, bien sûr, les élèves apprennent ou pas apprennent, améliorent leurs compétences sociales. À part cela, si on travaille sur la manipulation, sur le montage et le tournage des vidéos, cela améliore ou peut améliorer leurs compétences numériques. Et bien sûr, il faut écrire un scénario pour lequel on a besoin du vocabulaire et il faut aussi apprendre à prononcer les mots correctement, c'est-à-dire on peut facilement travailler sur les compétences linguistiques si on travaille sur la vidéo. Ce qui est le point le plus important par rapport à cette approche productive, c'est le fait que cette approche met l'accent vraiment sur l'action des élèves, c'est-à-dire ils sont motivés parce qu'ils doivent faire quelque chose en cours. Il ne faut pas seulement écouter, écrire, lire à haute voix, mais il faut vraiment créer quelque chose ensemble. C'est quelque chose que les élèves aiment bien faire. D'accord. Maintenant, la question la plus importante, si l'on veut intégrer la vidéo en cours, c'est bien sûr, comment est-ce que je peux faire cela? Comment est-ce que je peux réaliser quelque chose avec la vidéo en classe? Pour le travail avec des films ou avec des courts-métrages, c'est-à-dire pour l'approche réceptive, il faut d'abord décider si on veut avoir un visionnage en bloc, c'est-à-dire les élèves regardent le film complet, ou si on veut couper les films en plusieurs séquences, c'est le visionnage séquentiel. Il y en a des avantages pour toutes les deux activités, mais en tout cas, il faut définitivement préparer quelques activités avant le visionnage, pendant le visionnage et des activités pour approfondir après. Cela est très important pour que les élèves prennent au sérieux ce qu'on fait et pour qu'ils n'ont pas l'impression de se trouver dans une salle de cinéma en cours. Pour l'approche productive, c'est l'approche qui semble un peu plus compliquée au début. Il faut tout d'abord organiser plusieurs étapes. Tout au début, il faut bien sûr choisir un thème pour les élèves et les élèves commencent à écrire un scénario ensemble. Il faut déjà, alors ça, même si ce qui est vraiment compliqué, c'est plutôt le côté technologie, le côté de technologie à la fin, mais même au début, il faut consacrer beaucoup de temps
à cette étape-là parce que les élèves ont besoin d'un peu de temps pour pouvoir créer quelque chose, pour développer des idées. Après que le scénario est terminé, la deuxième étape, c'est le découpage, c'est-à-dire les élèves se mettent d'accord sur tous les éléments qu'il faut garder en mémoire pour réaliser leurs idées. Le lieu, l'action, qu'est-ce qu'il faut ajouter comme élément qu'il faut montrer dans le film, la musique qu'ils veulent peut-être intégrer dans le film. Il y a beaucoup de choses qu'on peut ajouter pour rendre le film plus intéressant. Et le tournage, c'est probablement cela est devenu plus facile à réaliser parce que maintenant on peut presque toujours on peut être sûr qu'il y a des élèves qui ont leur portable avec eux et ils peuvent faire des films avec leur portable par exemple. Ce qui devient encore un peu plus compliqué après, c'est le montage parce que pour le montage il faut bien sûr quelques outils dont je vais parler encore un peu plus tard, dans quelques minutes. Mais on peut, normalement, c'est selon mon expérience, il y a toujours, dans une classe, il y a toujours des élèves qui ont déjà essayé de faire des petites vidéos eux-mêmes et normalement, il y a toujours quelques élèves et on peut faire confiance qu'ils vont s'aider l'un l'autre. Mais je vais en parler encore un peu plus tard. Donc, les obstacles à surmonter, en fait, j'ai déjà mentionné la technologie, c'est-à-dire pour réaliser le montage, il faut un ordinateur qui marche, il faut un outil qui marche, il faut un élève qui s'y connaît, mais comme j'ai déjà dit, il faut faire confiance quand même et il faut essayer d'inclure cette approche quand même parce que les élèves aiment bien la responsabilité qu'on peut leur accorder en travaillant comme ça. Un autre aspect qui semble assez crucial, c'est le temps, parce que normalement, pour les deux approches, réceptif et productif, on a besoin de beaucoup de temps. Même si on se décide contre le visionnage séquentiel et si on regarde un film par exemple en bloc, ça prend beaucoup de temps de travailler là-dessus après. Et c'est la même chose pour l'approche productive. Un autre problème dont il faut toujours ou qu'il faut toujours garder en mémoire, c'est le fait qu'il s'agit, par exemple, si les élèves ont créé un film et ils ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à un produit qu'ils ont créé ensemble, c'est vraiment difficile de décider quelle note on pourrait peut-être donner à un tel produit parce que c'est quelque chose de créatif et c'est difficile d'évaluer cela sans leur donner peut-être l'impression que ce n'est pas bon. Donc c'est difficile à trouver une solution. Et une autre chose qu'il faut garder en mémoire, c'est bien sûr l'âge des élèves parce que normalement il faut avoir un certain âge alors les élèves doivent être assez sages parce que, par exemple, si on veut faire des vidéos en classe, ça ne marche pas avec tous les groupes. Deuxièmement, ils doivent être assez mûrs parce qu'il faut lire. Alors pour l'approche réceptive, il faut être assez mûr de lire les films et pour l'approche productive, il faut être assez mûr
manipuler la caméra pour créer quelque chose. Et bien sûr, cette approche est liée à c'est une méthodologie autonome, c'est-à-dire les élèves vont travailler d'une façon indépendante et ce n'est pas possible dans toutes les classes. Dernièrement, je voudrais bien vous dire encore, je voudrais bien vous présenter encore quelques exemples. Pendant notre projet, on a bien sûr travaillé avec la vidéo aussi. Les élèves allemands ont participé à une formation tout au début du projet pour avoir une certaine idée comment on peut manipuler les vidéos, comment on peut faire le montage des petites vidéos. Et pour le projet, on a par exemple fait des petits clips sur la vie en famille. On a fait des interviews pour montrer le travail des bénévoles. Et il fallait bien sûr ajouter aussi des sous-titres, c'est-à-dire on a travaillé aussi sur des petits détails. Et on a bien sûr, pour chaque rencontre, il y avait des reportages vidéo pour documenter un peu nos rencontres. C'était comme des souvenirs pour nous. Je vous ai mis aussi quelques courts-métrages et longs-métrages avec lesquels j'ai déjà travaillé et que les élèves ont bien aimé et qu'on peut bien utiliser pour certains aspects. Par exemple, je vous recommande le court-métrage Gratte-papier. On peut trouver cela sur YouTube pour parler de la communication. Une autre vidéo que j'ai trouvée sur YouTube et avec laquelle j'ai déjà travaillé en classe, c'est Maman regarde pour parler du racisme, de la discrimination. Et un autre court-métrage, je crois qu'il est assez connu, c'est J'attendrai le suivant. C'est un court-métrage avec une fin assez, pas vraiment triste, mais on peut faire parler les élèves. C'est quelque chose qui fait réfléchir. Pour les longs métrages, j'ai mentionné quelques exemples ici pour vous avec des mots-clés pour vous donner une certaine idée pour vous donner une idée des thèmes qu'on peut aborder avec ces courts-métrages, avec ces longs-métrages. Je vous recommande aussi, par exemple, si vous voulez parler de la vie quotidienne française, des petites vidéos de carambolage qu'on trouve sur Internet aussi. Et encore, la dernière chose que j'aimerais bien mentionner, ce sont quelques idées par rapport à des petits films qu'on peut faire en classe. Par exemple, après avoir regardé un film ensemble en classe, on pourrait créer des bandes annonces à la fin. Les élèves peuvent le faire ensemble. Si on a lu un texte littéraire, on peut essayer de transformer ce texte littéraire en film. On peut peut-être commencer par une séquence seulement. Et dernière chose, ce sont des petites vidéos sur des thèmes tolérance, amitié, amour. On peut aborder plusieurs thèmes. Voilà quelques liens et voilà la fin de ma présentation. On va maintenant passer aux questions que vous avez posées dans le chat et on a déjà répondu, ok, c'est-à-dire on ne va pas passer. Oui, alors peut-être qu'il y a encore des questions. Vous pouvez, n'hésitez pas à les poser maintenant dans le chat. Et la coordinatrice qui est responsable de la méthodologie va bien sûr vous expliquer tout ce qui vous intéresse. S'il n'y a plus de questions, alors on vous remercie de votre attention et d'avoir été présent pour notre webinaire aujourd'hui. On
on espère que vous pouvez peut-être utiliser des idées ou quelques idées qu'on vous a présentées ce soir. Et on espère aussi que vous avez aimé ce qu'on vous a expliqué par rapport à nos 5 pratiques innovantes. Alors, merci d'avoir participé. Je répète les mots de Stéphanie. S'il y a encore des questions, vous pouvez les poser encore maintenant. Vous avez toutes les informations, le lien vers notre TwinSpace et le lien vers notre site. Aussi nos noms, les noms des différentes coordinatrices. Alors, c'est vous qui êtes merci et on va mettre l'enregistrement et le chat à votre disposition pour consulter par après et pour avoir plus d'idées. Et on espère bien sûr que vous allez appliquer dans vos cours. Alors, bonne chance aussi à vous. Oui. Il y a encore une question. Quel programme est le meilleur pour faire des vidéos avec les élèves? Oui. Alors pour les vidéos, pour faire des vidéos, j'ai 2 programmes. Non, mes élèves ont travaillé avec 2 programmes. Il y en a un qui est gratuit, c'est Windows Movie Maker. Les élèves l'aiment bien. C'est facile à utiliser selon les élèves. Et on a aussi travaillé beaucoup avec Adobe Premiere. Ça, ce n'est pas gratuit et à première vue, ça donne l'impression d'être un peu compliqué, mais on peut vraiment faire beaucoup de choses avec cela. Je peux taper peut-être, alors gratuit. Non. Ah oui, je le vois. Gratuit, c'est... ah oui, ça va. Windows Movie Maker. Et pas gratuit. Alors payant. Pas gratuit. C'est Adobe Premiere. Là, on a beaucoup de possibilités à travailler avec des vidéos. Oui? Je vais voir s'il y a encore d'autres questions. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Non? Ah, il y a une question pour Ria. Voilà. Ok. Oui, Aziza, le document est téléchargé et il est déjà disponible sur la page de l'événement. Donc, je crois, sous fichier, je ne me rappelle plus très bien, mais vous pouvez déjà le retrouver. Et là, il y a quelques photos d'activités avec un petit peu d'explication. Bonne chance! Je termine l'enregistrement, je vous dis au revoir et je vous remercie encore une fois de la part de nous toutes. Au revoir! Encore une question? Merci. Mais on va arrêter et interrompre. Oui, au revoir à vous toutes.